En janvier 2026, à Ouagadougou, une rumeur d'attentat se transforme en soulèvement. Des femmes brandissent des drapeaux usés et la ville impose un silence qui fait reculer un complot. Au même moment, à Simonstone, destroyers chinois, corvettes russes et frégates iraniennes entrent au port et les manœuvres Will for Peace 2026 transforme la mer du Sud en théâtre géopolitique où chaque coque porte un message. Pourquoi cette coïncidence change-t-elle la lecture d'Ibrahim Traoré pour ceux qui subissent sanctions, routes bloquées et dépendances invisibles? Parce que la mer devient un front. Ce récit ne promet pas une épopée héroïque, mais une lecture claire d'un basculement qui engage des États, des entreprises et des populations entières. L'enjeu est simple. Il s'agit de comprendre comment la souveraineté maritime redéfinit le pouvoir économique, sécuritaire et symbolique du Sud global. Depuis des décennies, les routes maritimes ont fonctionné comme des frontières invisibles, contrôlées par des normes, des assurances et des sanctions décidées loin des pays qu'elles affectaient. Dans ce cadre, même l'indépendance politique restait incomplète, car le commerce, l'énergie et les ressources demeuraient vulnérables. Ce que révèle la séquence de 2026, c'est une tentative de rupture avec cette dépendance structurelle. Pour Ibrahim Traoré, la mer n'est plus un espace périphérique mais un prolongement logique de la souveraineté sahélienne, déplacée du désert vers l'océan. Si cette lecture est juste, alors ce qui se joue dépasse un exercice naval. Il s'agit d'un changement de règles dont les effets toucheront aussi ceux qui pensent rester spectateurs. Près de 350 000 tonnes de navires non occidentaux engagés et une hausse de 47% du trafic sud-sud en un an. Les chiffres de 2026 ne décrivent pas un symbole, mais un déplacement mesurable du centre de gravité maritime. Ces données, compilées par des instituts maritimes africains et reprises dans plusieurs rapports stratégiques, montrent que l'Atlantique Sud n'est plus un simple couloir surveillé par le Nord, mais un espace disputé, structuré autrement. Pendant longtemps, la domination maritime occidentale a reposé moins sur la présence militaire brute que sur l'architecture invisible du commerce mondial. Assurances, normes portuaires, droits de passage et sanctions financières formaient un filet serré autour des économies du Sud. Les États enclavés, comme le Burkina Faso, subissaient ces contraintes sans jamais voir l'océan, dépendant de routes qu'ils ne contrôlaient pas. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré relie les événements de Ouagadougou et de Simonstone. Pour lui, la tentative de déstabilisation intérieure et la démonstration navale extérieure répondent à une même logique de pression. La souveraineté n'est fragile que tant qu'elle reste confinée à la terre. Dès qu'elle s'étend au flux logistique, elle change de nature. La mini-révélation tient donc moins à la puissance militaire qu'à la synchronisation. En quelques jours, des exercices navals coordonnés, des discours politiques convergents et des réactions populaires ont dessiné une continuité entre sécurité intérieure et route commerciale. Cette continuité rompt avec la vision classique qui séparait défense, économie et diplomatie. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres deviennent un langage. Ils traduisent une intuition politique en réalité observable. Protéger les corridors, c'est protéger la capacité d'exister sans permission. À partir de là, le récit n'est plus abstrait. Il s'ancre dans des flux, des ports, des coûts et des délais qui affectent directement les sociétés du Sud. Dans ce basculement encore abstrait pour beaucoup, une figure sert de point d'ancrage narratif. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un stratège maritime classique, mais comme un dirigeant contraint d'élargir son champ de bataille. Issu d'un pays enclavé, il incarne justement cette contradiction. Parler de mer depuis le Sahel,
Les premières conséquences de cette vision ne se mesurent pas seulement en carte navale, mais sur le terrain. À Ouagadougou, la tentative de déstabilisation déjouée sans riposte militaire devient un signal politique fort. La foule, en occupant l'espace public, agit comme un bouclier symbolique. Pour Ibrahim Traoré, cette mobilisation confirme que la souveraineté ne se décrète pas uniquement par des institutions, mais par l'adhésion populaire. Dans le même temps, les images venues de Simonstown produisent un effet miroir. Elles circulent dans les cercles militaires africains, mais aussi dans les chancelleries et les milieux économiques. Des ports jusqu'alors considérés comme périphériques prennent une valeur nouvelle. Des responsables régionaux commencent à évoquer la mer non plus comme une frontière, mais comme une continuité stratégique. Ces impacts précoces restent modestes, parfois fragiles. Les coûts logistiques demeurent élevés, les risques de sanctions persistent, et l'architecture juridique internationale n'a pas changé. Pourtant, un déplacement s'opère dans les esprits. La souveraineté cesse d'être défensive pour devenir projective. C'est là le premier effet concret du moment 2026. Transformer une intuition politique en un horizon partagé, suffisamment crédible pour modifier les calculs, même à petite échelle. L'activation du processus ne commence ni par un discours solennel, ni par une annonce officielle. Elle débute dans l'ombre par des signaux faibles qui, mis bout à bout, dessinent une trajectoire. À la veille du 3 janvier 2026, des rumeurs d'attentats circulent dans les cercles sécuritaires de Ouagadougou. Des mouvements suspects sont repérés autour de sites sensibles sans qu'aucun ordre formel ne soit donné. Le dispositif attendu n'arrive jamais. Quelques heures plus tard, le plan échoue. Non par une intervention armée, mais par une fuite d'informations qui déclenche un soulèvement spontané. Les rues se remplissent avant même que l'armée ne se déploie. Des femmes brandissent des drapeaux cousus dans des tissus usés, des jeunes frappent des bidons, et la foule impose un rapport de force inattendu. Ibrahim Traoré apparaît brièvement, sans discours, sans escorte, se contentant d'un geste. Le silence s'installe et avec lui l'effondrement du complot. L'activation est achevée. La légitimité ne vient pas d'en haut, elle s'impose depuis la rue. Le moment le plus intense se joue presque simultanément, mais à des milliers de kilomètres. À Simonstone, les manœuvres Will for Peace 2026 atteignent leur point culminant. Des destroyers chinois, des corvettes russes et des bâtiments sud-africains entrent ensemble au port. Les images circulent rapidement, relayées comme la preuve visuelle d'une coordination inédite. Ce n'est pas une parade, mais une démonstration de synchronisation. Pour Ibrahim Traoré, cette convergence entre terre et mer confirme une intuition ancienne. La souveraineté est indivisible. Les discours officiels parlent encore de coopération et de stabilité, mais la perception change. Dans les chancelleries occidentales, on évoque un risque d'instabilité régionale. Dans le Sahel, on parle de renaissance. Le contraste est net. Un financement étranger estimé à 125 000 dollars, dérisoire à l'échelle des budgets d'espionnage, devient un symbole. Il marque la tentative avortée de reprendre le contrôle par des moyens indirects. Les répliques ne tardent pas. Les navires du BRICS Plus poursuivent leurs exercices, tandis que des délégations du Moyen-Orient et d'Amérique latine observent attentivement. Les routes maritimes, longtemps perçues comme intouchables, apparaissent désormais contestables. À Ouagadougou, la perception populaire évolue. La sécurité intérieure est désormais liée à des flux lointains, invisibles mais décisifs. Ce moment charnière ne clôt rien. Il ouvre une séquence où chaque action, chaque image et chaque chiffre acquièrent une portée nouvelle. Pour Ibrahim Traoré, le message est clair. La bataille n'est plus seulement politique ou militaire, elle est
logistique, continue et profondément symbolique. Avant 2021, la majorité écrasante des couloirs atlantiques était parcourue par des navires sous contrôle occidental. En 2026, la part des bâtiments non occidentaux y a progressé de 47% en un an, un glissement rapide qui change la structure même du trafic. Ce premier chiffre ne dit pas seulement plus ou j'ai moins, il signifie que des routes longtemps considérées comme verrouillées deviennent praticables sans passer par les mêmes filtres politiques, financiers et assurantiels. Le second indicateur concerne la masse engagée. Selon les données compilées par l'Institut maritime africain, le tonnage combiné des flottes du BRICS+, mobilisé lors des manœuvres de 2026, dépasse 350 000 tonnes, soit près du double des exercices conjoints organisés par l'OTAN dans l'Atlantique Sud 5 ans plus tôt. Cette comparaison n'établit pas une supériorité militaire globale. Elle montre un changement de densité stratégique, davantage de coques, davantage de permanence, davantage de capacité à sécuriser des convois précis. Un troisième chiffre éclaire la dimension économique. Depuis le lancement des initiatives maritimes coordonnées, la part des transactions sud-sud réalisées en devises locales a augmenté de 28%. Cette évolution réduit l'exposition aux sanctions extraterritoriales et aux fluctuations imposées par des centres financiers extérieurs. Chaque point de pourcentage correspond à des coûts de transaction plus faibles et à une marge de manœuvre accrue pour des économies déjà fragiles. Pris isolément, ces nombres pourraient sembler techniques. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Le trafic change, la masse critique augmente et les échanges se réorganisent. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des trophées. Ils servent de preuve tangible que la souveraineté peut s'exprimer par des flux continus et non par des déclarations ponctuelles. Les critiques occidentales soulignent que ces données ne remettent pas en cause la supériorité technologique globale du Nord. L'argument est exact sur le plan strictement capacitaire, mais il ignore la logique de l'effet cumulatif. Une augmentation soutenue du trafic, même sans parité militaire, modifie les assurances, les calendriers, les coûts et les décisions d'investissement. À terme, ces ajustements pèsent autant que des missiles. Dans les couloirs des institutions financières internationales, cette lecture inquiète. Une économie maritime partiellement décorrélée du dollar réduit l'efficacité des leviers traditionnels. Pour Ibrahim Traoré, cette inquiétude confirme l'essentiel. La mer devient un espace de respiration économique, là où la terre restait sous pression constante. Les preuves quantitatives n'annoncent pas une victoire définitive. Elles attestent d'un mouvement mesurable, suffisamment avancé pour ne plus être ignoré, mais encore trop jeune pour être irréversible. C'est dans cet intervalle incertain que se joue la suite. Les critiques occidentales les plus structurées avancent donc d'abord un argument de capacité. Selon eux, malgré la visibilité des manœuvres de 2026, les flottes du Sud ne disposent ni du nombre de bâtiments actifs, ni de la profondeur logistique nécessaire pour rivaliser durablement avec l'OTAN. La supériorité technologique, l'expérience opérationnelle et les réseaux de base resteraient à leurs yeux des facteurs décisifs. Un second argument porte sur la dépendance économique. Les sceptiques estiment que les chaînes d'approvisionnement du Sud demeurent liées aux technologies, au financement et aux assurances du Nord. Dans cette lecture, toute tentative d'autonomie maritime serait fragile, exposée à des ruptures rapides dès que la pression financière ou réglementaire s'intensifie. La souveraineté affichée ne serait alors qu'une parenthèse vouée à se refermer. Ces deux arguments méritent d'être entendus car ils reposent sur des constats réels. Pourtant, il manque le cœur du déplacement en cours.
Ce que défend Ibrahim Traoré n'est pas une parité militaire globale, mais une capacité suffisante pour sécuriser des corridors précis, sur des segments choisis avec des partenaires coordonnés. La logique n'est pas celle de l'affrontement frontal, mais de la continuité fonctionnelle. Sur la question de la dépendance, les données disponibles nuancent par le fatalisme. La Chine fournit désormais une majorité des composants électroniques utilisés dans certains systèmes régionaux, tandis que l'Inde participe à la maintenance de réseaux de communication maritimes alternatifs. Cela ne supprime pas toute dépendance, mais elle se redistribue. Le centre de gravité se déplace, lentement, mais de façon observable. Enfin, l'argument décisif tient à la cohésion. Une flotte numériquement inférieure, mais engagée autour d'un objectif partagé, peut produire des effets disproportionnés par rapport à sa taille. Là où l'Occident raisonne en volume et en budget, le Sud introduit une variable politique, la détermination collective. Ce décalage explique pourquoi les chiffres seuls ne suffisent plus à prédire l'issue. La question n'est donc pas de savoir qui possède le plus de navires, mais qui peut maintenir un système viable sous contrainte. Jusqu'ici, la séquence de 2026 pouvait encore être lue comme une addition d'événements parallèles, un complot déjoué, des exercices navals, des chiffres en hausse. À mi-parcours, autre chose apparaît. Ce qui se transforme réellement, ce n'est pas la force brute, mais le périmètre même de la souveraineté. Elle cesse d'être confinée aux frontières terrestres pour englober les flux, les délais et les corridors. À ce stade, Ibrahim Traoré ne parle plus seulement de protection. Il introduit un changement d'échelle stratégique. La mer devient un multiplicateur. Elle relie des économies enclavées à des partenaires lointains sans passer par les mêmes goulots d'étranglement. Elle convertit une résistance défensive en capacité d'initiative. Ce glissement explique pourquoi les réactions internationales s'intensifient après 2026, alors que les moyens engagés restent limités. Ce qui compte aussi, c'est la temporalité. Un port sécurisé aujourd'hui réduit un coût demain, modifie un contrat ensuite, puis influence une décision politique. Cette chaîne lente contraste avec la logique de l'urgence sécuritaire. Elle installe la souveraineté dans la durée plutôt que dans le choc. À mi-parcours du récit, la clé apparaît clairement. La bataille ne se joue pas sur une ligne de front visible, mais dans la capacité à maintenir des circulations stables sous pression. C'est ce déplacement silencieux qui inquiète davantage que les manœuvres elles-mêmes. Les effets de la séquence 2026 ne restent pas confinés aux cercles militaires ou diplomatiques. Ils se diffusent différemment selon les acteurs, révélant la portée réelle du changement engagé par Ibrahim Traoré et ses partenaires. Pour les États, d'abord, l'impact est principalement diplomatique. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme vulnérable et enclavé, gagne une visibilité nouvelle. Les invitations officielles se multiplient, notamment en Afrique australe et au Moyen-Orient. Cette reconnaissance ne se traduit pas immédiatement par des garanties de sécurité, mais elle élargit l'éventail des options. Un État qui peut s'inscrire dans des corridors protégés négocie différemment, même sous menace de sanctions. Du côté des entreprises, les effets sont plus mesurables. Certaines sociétés minières locales, jusque-là liées à des contrats asymétriques, renégocient leurs concessions. Dans plusieurs cas, la part des revenus conservés localement dépasse désormais 40% contre environ 10% auparavant. Parallèlement, l'ouverture de routes maritimes sécurisées entraîne une baisse moyenne des coûts de transport estimée à 15%. Cette amélioration ne concerne pas tous les secteurs, mais elle modifie les calculs d'investissement. Pour les populations, les conséquences sont plus ambivalentes. La perception d'une dignité retrouvée coexiste avec des tensions économiques réelles.
L'inflation persiste, certaines importations deviennent plus irrégulières et la crainte de représailles énergétiques demeure. Toutefois, le récit dominant change. Dans les rues de Ouagadougou, la souveraineté cesse d'être abstraite. Elle se traduit par l'idée que les contraintes ne sont plus seulement subies, mais négociées. À l'échelle de la région, enfin, l'effet d'entraînement est visible. Au Sénégal, en Namibie ou au Togo, des mouvements citoyens reprennent le vocabulaire de la souveraineté maritime. Des discussions émergent sur la coordination portuaire et la sécurité partagée. Cette dynamique reste fragile, mais elle témoigne d'une diffusion idéologique rapide. Pour Ibrahim Traoré, ces conséquences confirment l'intuition de départ. La mer n'est pas une solution miracle, mais un levier. Elle n'efface ni les contraintes internes, ni les rapports de force globaux. Elle offre cependant un espace où les marges de manœuvre s'élargissent suffisamment pour transformer des trajectoires longtemps figées. À l'horizon de 6 à 12 mois, la dynamique enclenchée en 2026 peut évoluer selon trois trajectoires distinctes, sans qu'aucune ne soit écrite d'avance. Chaque scénario dépend moins d'un événement spectaculaire que de la capacité à maintenir une cohérence sous pression. Dans un scénario de base, les manœuvres maritimes coordonnées se poursuivraient sous un format élargi mais prudent. L'Afrique du Sud accueillerait un nouveau sommet technique, tandis que les corridors sécurisés s'étendraient progressivement vers l'océan Indien. Les tensions avec Washington resteraient d'eau présentes, mais contenues dans un registre diplomatique. Le Burkina Faso consoliderait son rôle idéologique et Ibrahim Traoré serait perçu comme un acteur régional, structurant, plutôt que comme un provocateur isolé. Un scénario optimiste verrait l'accélération de la dynamique multipolaire. De nouveaux États rejoindraient la coordination maritime, apportant ressources et routes alternatives. Une reconnaissance partielle par des instances africaines renforcerait la légitimité juridique du dispositif. Les marchés du Sud gagneraient en prévisibilité et la confiance des investisseurs locaux s'améliorerait. Dans ce cadre, la souveraineté maritime deviendrait un outil de stabilisation économique et non seulement un symbole politique. À l'inverse, un scénario pessimiste impliquerait une réaction plus dure des anciennes puissances, des sanctions financières supplémentaires, des pressions sur les assurances et une campagne d'influence pourrait fragiliser la cohésion du bloc. La tentation d'un repli national réapparaîtrait, mettant à l'épreuve la solidarité régionale. Ibrahim Traoré serait alors présenté comme un point de rupture et non comme un pivot. Entre ces trois voies, la réalité pourrait osciller comme un navire pris entre deux courants. Le facteur décisif resterait la discipline collective. Si les acteurs privilégient la continuité des actes à la surenchère rhétorique, la trajectoire la plus stable demeurera accessible. Dans le cas contraire, le mouvement risquerait de se fragmenter avant d'avoir produit ses effets durables. À ce stade du récit, le changement d'échelle cesse d'être abstrait et commence à toucher ceux qui regardent de loin. Les décisions prises dans les ports et les chancelleries finissent toujours par atteindre la vie ordinaire, parfois de manière imperceptible, parfois brutalement. Pour les citoyens du Sahel, la souveraineté maritime reste un concept lointain, mais ses effets se traduisent déjà en signaux concrets. Une baisse partielle des coûts de transport allège certains prix, tandis que des retards d'importation en renchérissent d'autres. Cette ambivalence nourrit à la fois l'espoir et l'inquiétude. Ibrahim Traoré insiste sur cette réalité contradictoire. L'autonomie ne supprime pas la contrainte, elle la rend visible et négociable. Pour les travailleurs portuaires et logistiques des pays partenaires, la dynamique ouvre des perspectives nouvelles, des ports secondaires gagnent en activité, des formations techniques émergent
et des métiers longtemps absents des stratégies nationales deviennent centraux. Ces évolutions restent fragiles, mais elles modifient les trajectoires individuelles, parfois pour la première fois. Du côté des entrepreneurs et des consommateurs, le basculement se lit dans les choix. Importer différemment, commercer en devise locale, accepter des délais plus longs en échange d'une moindre dépendance. Ces arbitrages quotidiens traduisent une politisation discrète de l'économie où chaque décision devient un acte de positionnement. Pour le spectateur extérieur, enfin, la question se pose autrement. Ce qui se joue n'est pas seulement l'avenir d'une région, mais la possibilité qu'un ordre alternatif prenne forme sans effondrement immédiat. En ce sens, l'expérience portée par Ibrahim Traoré fonctionne comme un test grandeur nature, observé bien au-delà du Sahel. À mesure que l'élan politique se consolide, une question devient centrale. Comment transformer une dynamique symbolique en architecture durable? La réponse esquissée autour d'Ibrahim Traoré repose sur une logique de méthode plus que de rupture brutale. La première étape consiste à stabiliser les corridors maritimes sécurisés. Les exercices conjoints doivent évoluer vers un mécanisme permanent de veille, de secours et d'escorte, placé sous un mandat multilatéral africain. L'objectif n'est pas la confrontation, mais la continuité des flux, condition minimale de toute souveraineté économique. La deuxième étape vise à former les compétences. La création d'une école maritime régionale reliant les académies du Cap, de Luanda et de Dakar permettrait de former officiers, ingénieurs et logisticiens. Sans capital humain, la flotte resterait un symbole. Avec lui, elle devient un outil. Troisièmement, il s'agit d'institutionnaliser les règles. La charte des ressources souveraines proposée par Ibrahim Traoré cherche à garantir que toute exploitation terrestre ou maritime reste majoritairement détenue par les citoyens. Ce cadre juridique réduit l'arbitraire et renforce la prévisibilité. Quatrièmement, un réseau de communication sud-sud doit être consolidé pour partager données, innovations et alertes en dehors des filtres dominants. Enfin, la discipline budgétaire et la coordination politique restent indispensables pour éviter l'épuisement. Cette feuille de route ne promet ni rapidité ni certitude. Elle offre en revanche une cohérence rare. Aligner le rêve de souveraineté avec des étapes mesurables, capables de survivre aux pressions extérieures et aux cycles politiques. Le récit revient alors à une image plus simple, presque intime. Sur un quai de Simonstown, un jeune marin originaire du Burkina Faso observe les navires alignés, reflets métalliques d'une idée devenue tangible. Des mois plus tôt, cette scène aurait semblé improbable. Elle fonctionne désormais comme un rappel silencieux de ce qui a changé. Ibrahim Traoré n'apparaît pas dans ce moment comme un chef triomphant, mais comme un témoin attentif. L'idée qu'il a portée depuis le Sahel s'est déplacée lentement jusqu'à l'océan. Ce déplacement ne relève pas de la force, mais de la persistance. Il relie des lieux qui ne se parlaient pas, des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de coopérer, et des populations qui se pensaient exclues des grandes routes du monde. Et le rappel est clair, la souveraineté n'est pas un slogan. Elle prend forme lorsqu'elle s'inscrit dans des gestes ordinaires, des itinéraires nouveaux et des décisions maintenues dans le temps. Ce qui était abstrait devient visible, presque palpable. La dignité devient un système vivant. Cette phrase ne clôt pas le débat. Elle résume une intuition éprouvée par les faits. Si le mouvement initié autour d'Ibrahim Traoré devait s'essouffler demain, il aurait déjà laissé une trace durable, la certitude que l'horizon peut être redessiné sans demander la permission. Au terme de ce parcours, aucune injonction ne s'impose. Le moment devait 2026 ne livre pas une morale simple, mais une interrogation collective. Ce qui s'est joué entre le Sahel et l'océan ne concerne pas seulement une région ou un dirigeant,
même si Ibrahim Traoré en a été l'un des catalyseurs visibles. La question touche à quelque chose de plus large. Comment des sociétés longtemps placées en périphérie redéfinissent leur place sans reproduire les schémas qu'elles contestent? La souveraineté maritime, telle qu'elle se dessine ici, n'est ni un repli ni une conquête. Elle ressemble davantage à une tentative de respiration dans un système saturé de contraintes. Pour certains, cette trajectoire inspirera prudence ou scepticisme. Pour d'autres, elle ouvrira un champ de possibles encore flou. Dans tous les cas, elle invite à dépasser les lectures binaires. Le monde ne se divise plus simplement entre dominants et dominés, mais entre ceux qui acceptent l'inertie et ceux qui expérimentent d'autres chemins. La dernière question reste donc ouverte volontairement. Si l'océan n'appartient plus à un seul maître, quelle part de responsabilité sommes-nous prêts à partager pour qu'il devienne un espace commun plutôt qu'un nouveau champ de fracture?